Ce très grave problème que pose actuellement à notre société le refus du respect de l'embryon humain dès sa conception, je l'aborderai d'un point de vue exclusivement scientifique. De prime abord, cette démarche a de quoi surprendre, puisqu'on accuse la science, la biologie en particulier, d'avoir causé des désastres en raison de son influence sur les comportements spirituels et intellectuels. Or, comme l'ont fait remarquer le philosophe Marcel Decourt et le grand zoologiste Pierre-Paul Grasset, la science n'est pas responsable, mais le mauvais usage que l'on en fait. En biologie, lorsque deux parties opposées s'affrontent, c'est parce que dans l'un des deux, sinon dans les deux, on ignore des faits importants, soit volontairement, soit parce que ces faits ne relèvent pas directement de leur spécialité. Mais c'est aussi en raison des méthodes adoptées. Trop souvent, on fabrique des théories, des solutions plus ou moins imaginaires et justifiées a posteriori par des faits concordants, au lieu de faire la synthèse des faits connus, qui doit être rectifiée chaque fois que de nouvelles connaissances l'imposent. Comme l'a dit Grasset, le seul verdict qui compte, c'est celui que rend le tribunal du réel, du concret, un verdict prononcé après l'édition des parties adverses. C'est pourquoi le but de cet exposé, c'est de jeter les bases d'une discussion pour provoquer ce choc des idées dont jaillit la lumière. Jamais on n'a autant entendu parler de l'embryon que depuis la fin du XXe siècle. Mais il faut préciser de l'embryon humain, car on parle très peu de ceux des animaux qui ont servi de matériel expérimental pour élucider les mécanismes de leur développement. Ce que l'on cherche, en effet, c'est à libérer les humains des contraintes de la morale naturelle. C'est un enfant si je veux, quand je veux, comme je le veux. Par ailleurs, il faut satisfaire les ambitions et la cupidité de certains chercheurs en autorisant la fabrication de nouveaux remèdes avec l'embryon humain. Donc, à la morale naturelle, on a substitué la bioéthique. Ces lois, on les justifie par les progrès scientifiques. Elles sont en fait imposées par un scientifiquement correct, placé sous haute surveillance, fabriqué pour démontrer que le vivant n'est pas l'œuvre d'une intelligence supérieure. Jacob Monod l'a clairement exprimé dans les deux dernières phrases de son fameux livre « Le hasard et la nécessité ». L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'univers indifférent où il est apparu par hasard. Pas plus que son destin, son devoir n'est inscrit nulle part. Or, les résultats des observations les plus superficielles et des interventions microchirurgicales les plus simples qui ont été faites pendant un siècle sur des embryons défient l'imagination. Les déplacements des cellules impliquées dans la formation des ébauches des organes sont d'une telle complexité et d'une telle précision qu'on les a comparés à des figures de ballet. Et il est surprenant de constater qu'à la suite de certaines modifications topographiques, l'embryon se répare de lui-même. On comprend qu'il aura fallu inventer et imposer une nouvelle méthode de recherche pour éviter toute confrontation avec des réalités qui dérangent. Cette méthode, c'est ce que l'on a appelé le réductionnisme hiérarchique, fondé sur l'affirmation que chez le vivant, tout s'explique par la molécule et que les analyses aux échelles organiques et cellulaires n'ont fait qu'embrouiller les idées. La justification de Dawkins a le mérite d'en faire mieux comprendre l'absurdité. Dans l'automobile, tout s'explique par la particule. C'est par commodité que l'on parle en termes de cylindres et de pistons. Les raisonnements qui ont réussi à imposer de telles aberrations, on les trouve dans le fameux livre de François Jacob, La logique du vivant. L'auteur a commencé par fausser les définitions de l'objectivité scientifique. Donc, Jacob rappelle l'obligation de rejeter toute interprétation des phénomènes naturels par des interventions supranaturelles, ceci pour respecter l'objectivité scientifique. Et tous les scientifiques, tous les biologistes sont d'accord sur ce point. Ce que demande l'objectivité scientifique,
c'est de chercher des explications rationnelles aux faits qui sont observés, des expériences, les observations directes même. Mais lorsque on a analysé tous ces faits, ce que l'on découvre dépasse tellement l'imagination que l'on est obligé de conclure que la vie a été créée par une intelligence supérieure. Alors Jacob fait l'amalgame entre ce qui est déduit et ce qui est supposé pour rejeter, n'est-ce pas, cette conclusion. Mais pour rejeter cette conclusion, il est nécessaire de se débarrasser des faits qui dérangent. Et la meilleure manière pour dérouter les gens, c'est de prôner la recherche dans l'invisible, hein, c'est-à-dire au niveau moléculaire, et ceci étant assuré d'autant plus de succès que les méthodes employées suscitent l'admiration. Ainsi, Jacob a présenté à sa manière l'organisme animal. Alors, on sait que dans un organisme, on peut considérer plusieurs niveaux d'organisation. L'individu est composé d'organes, composé de cellules, qui sont composés de molécules. L'expérience montre que le système individu est en réalité une association de sous-systèmes, puisque les organes communiquent entre eux pour fonctionner normalement, les cellules également, surtout pour créer l'embryon, et puis les molécules qui constituent les cellules. Or, il est remarquable que Jacob a fait de ces sous-systèmes, ces systèmes et sous-systèmes, des intégraux qu'il définit comme des assemblages. Et il précise même, on retrouve là la logique des cristaux. Et pour expliquer leur structure, il prétend que ce sont les gènes qui commandent à tous les niveaux. Mais comme il est dans l'incapacité de dire comment ces gènes ont fabriqué ces intégrons, il déclare que l'on ne connaît absolument rien des mécanismes du développement. Ainsi réussit à faire croire que la science oblige à considérer des êtres vivants comme des bricoles du hasard, allait justifier le droit d'interrompre la vie humaine à ses tout débuts. Sachant que l'individu est un système dynamique engendré lors de la fusion du spermatozoïde et de l'ovule, il faut admettre que le fécondé et le vieillard à l'agonie sont les deux extrémités d'une même trajectoire. En raisonnant de la même manière que ceux qui ont légalisé l'avortement, on pourrait autoriser l'assassinat de clochards sous anesthésie générale, puisqu'ils sont rejetés de leur famille et mal acceptés par les gens du quartier, ou encore parce qu'on pourrait donner leurs organes à la science. Avec le réductionnisme hiérarchique a été imposée l'idée que le développement d'un animal représente l'exécution d'un programme génétique codé en séquences de nucléotides dans l'ADN chromosomique. D'où l'idée du clonage. Si un noyau quelconque, prélevé dans un tissu d'un adulte, est substitué à celui d'un œuf de la même espèce, l'organisme développé doit avoir exactement le même génotype que le donneur du noyau. Comme on projetait de transférer à des malades des cellules prélevées dans des embryons humains, on affirma qu'avec cette méthode, il n'y aurait aucun risque de rejet immunitaire.